là, on discute voilà, d'une loi qui porte en fait sur des cas d'exception, des cas difficiles, mais des cas d'exception. Et par ailleurs, cette proposition, le constat, il est fait, il existe. Je vous ai parlé du rapport de la délégation des droits des femmes de 2014. Donc, ce constat est fait depuis au moins 3 ans. Il y a aujourd'hui suffisamment d'éléments pour en juger. Nous parlons là justement d'un cas, pour le coup, d'exception. Le principe, c'est une dérogation qui est faite. Ici, on renverse le principe, parce que là, pour le coup, ça répond à une situation qui n'est pas marginale dans des situations de divorce et de garde d'enfants. Et ça me semble être justement l'objet, en tout cas l'intention y compris favoriser la coparentalité, de renforcer le sentiment de responsabilité sur la question de la pension alimentaire. C'est l'intention qui est présentée et dans ce sens-là, ça va dans le sens au moins de cette intention-là. Et il nous semble que ce premier pas permettrait de régler un certain nombre de situations très concrètes et très difficiles. Et donc, l'argument de passer à côté du sens même ou de l'intention générale qui nous anime tous, à mon sens, il n'a pas lieu d'être. Et c'est dommage de passer autant de temps justement sur un objet où on voit bien que les effets et les contours sont peu définis, alors que là, il y a des questions très concrètes et qui sont discutées et revendiquées depuis un certain nombre de temps auxquelles on ne répond pas. Alors, c'est un nouvel amendement de proposition qui renvoie également à des demandes d'un certain nombre d'associations qui reconnaissent le caractère massif des impayés des pensions alimentaires, l'urgence de légiférer pour contraindre davantage les pères et les mères qui n'assumeraient pas cette obligation. C'est pourquoi nous proposons par cet amendement de responsabiliser véritablement les parents qui se déroberaient en leur ôtant l'autorité parentale de façon provisoire et par suite d'une condamnation pour abandon de famille. Encore une fois, ça fait partie des recommandations de la délégation des droits des femmes qui avait précisé dans son rapport sur la proposition de loi de 2004 qu'il était nécessaire qu'un tel dispositif soit remis en œuvre. C'est la recommandation numéro 8 de ce rapport qui était de prévoir expressément dans le Code civil la possibilité de suspendre provisoirement l'exercice de l'autorité parentale en cas d'abandon de famille, non-paiement caractérisé de la pension alimentaire, de non-exercice du droit de visite ou de non-accueil de l'enfant pendant les temps de résidence convenus de façon renouvelée, et tant que le parent n'aurait pas recommencé à assumer ses obligations familiales pendant au moins 6 mois. Donc là aussi, il y a un constat général d'un certain nombre d'associations. Il y a un travail parlementaire qui a déjà été fait et l'occasion de répondre à un manque et surtout de permettre que la co-responsabilité soit pas simplement un principe, un souhait, mais une réalité. Et il nous semble que c'est le moment de le réaliser. Merci. Alors, c'est une demande de rapport qui nous semble importante puisque, on l'a vu, les conditions de discussion de ce projet de loi laissent de notre point de vue à désirer sur le recul et les éléments qui ont été pris en compte pour son élaboration, notamment des difficultés en termes de respect de l'égalité femmes-hommes et d'attention portée aux situations des parents isolés avec enfants en situation de précarité qui sont bien souvent des femmes. Je rappelle l'étude de la direction de la recherche et d'évaluation du ministère de la Solidarité et de la Santé sur les parents isolés en situation de précarité, qui sont à 98% des femmes. La précarité est accentuée par le fait que les pensions alimentaires ne sont pas suffisamment payées. Il est ainsi essentiel de disposer d'informations complémentaires pour pouvoir protéger ces femmes en situation de grande précarité, d'une part sur l'évolution que connaissent les parents sur le plan socio-économique après la séparation, et d'autre part sur la façon dont les parents organisent concrètement la charge matérielle que constitue l'enfant ou les enfants, le temps d'accueil par chacun des parents, le versement de la pension alimentaire, la répartition des dépenses liées à l'enfant. Il ne s'agit pas, à notre sens, d'une demande farfelue, puisque, à nouveau, un rapport de la délégation aux droits des femmes avait considéré qu'il était nécessaire d'engager un programme pluriannuel d'études et prévoir le dépôt d'un rapport au Parlement sur la période post-séparation
et les conséquences des ruptures conjugales, en particulier sur le paiement des pensions alimentaires, l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le respect des temps de résidence chez chacun des parents, les motifs de rupture du lien père-enfant, le nombre et les raisons de la non-représentation des enfants, le coût et la prise en charge des dépenses liées à l'enfant dans les couples séparés. Il nous semble que, tant qu'à aborder à nouveau des questions aussi délicates à travers cette proposition de loi, il faut que la représentation nationale se dote d'éléments précis pour répondre à ce qui nous semble être une dimension primordiale, à la fois pour le bien de l'enfant, mais aussi pour le soutien aux parents, et notamment aux parents isolés, qui sont en majorité des femmes. Merci. Oui, enfin, c'était plus une interrogation sur... alors, vous avez expliqué que le délai que vous donniez était monnaie courante, mais permettez quand même que j'exprime ma surprise sur le fait que nous avons présenté avec d'autres collègues des amendements pour avoir des rapports et se donner, y compris les moyens d'avoir une réflexion parlementaire sérieuse avec des éléments statistiques dont vous avez reconnu qu'ils manquaient aujourd'hui, et pourtant vous avez repoussé en bloc ces amendements sans les sous-amender, puisque vous auriez pu sous-amender en augmentant le temps. Et du coup, je me permets de déplorer le fait que pour diverses raisons juridiques ou autres, vous repoussez la date de mise en œuvre, mais vous ne nous donnez pas les moyens, y compris de faire un travail sérieux sur le sujet. Cette période-là pourrait et devrait donner l'occasion à ce que le Parlement se saisisse avec des éléments chiffrés, objectifs de cette question. Et donc, c'est une méthode dommageable pour le sérieux de nos travaux. Nous aussi souhaitons la suppression de cet article, puisque non seulement il est, comme nous le disions en discussion générale, mal rédigé, mais surtout des dispositions qui y sont prévues sont, de notre point de vue, extrêmement problématiques. Mal rédigé parce que le périmètre des couples concernés est complètement dénué de logique. Cette proposition de loi donne un statut spécifique aux couples non mariés qui ne peuvent être contrôlés lorsqu'ils n'ont pas signé de convention. Elle renforce au contraire le contrôle des couples mariés, alors même que vous prétendez rendre quasiment automatique la garde alternée. Vous ne vous intéressez pas à la situation de chaque couple. Elle est problématique à plusieurs égards. On sait que de nombreuses violences se déroulent au moment de la passation des enfants d'un parent à l'autre. C'est pour cette raison que l'on a donné au juge justement la possibilité de décliner la possibilité de cette résidence. Sinon, pourquoi avoir recours au juge? On voit au fil des projets et des propositions de loi, de notre point de vue, un écrasement de l'office du juge, un rapetissement de ses fonctions. Il nous semble que ça va également dans le mauvais sens. Un exemple, sur le dispositif proposé, les magistrats et magistrates vont devoir arguer de raisons sérieuses. Vous avez un certain nombre d'amendements que nous examinerons sur le refus de la mise en place de résidences alternées. Au-delà du fait d'ailleurs que la notion telle qu'elle est présentée, au moins dans la proposition de loi initiale, n'est pas suffisamment définie, les magistrats devront, pour motiver leur décision, se baser sur des faits matériels dont le caractère probatoire est très difficile à établir. On le sait, notamment sur la question des violences. En cas de suspicion de violence, par exemple, ils devront s'appuyer sur des dépôts de plainte, alors qu'on sait qu'ils sont très rares actuellement. C'est souvent sur la base de l'intime conviction que le ou la juge se base. La proposition de loi telle qu'elle est supprime cette possibilité que préserve pourtant aujourd'hui la loi. Donc pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Oui, rapidement, ça va dans le même sens. Je pense qu'il y a effectivement plein de cas, plein de situations extrêmement difficiles à gérer, mais encore une fois, y compris statistiquement, on sait que les situations difficiles sont gérées, encadrées, et le problème de cet article, c'est qu'on ne sait pas à quel problème il veut répondre, en fait, parce qu'il y a des situations qui essaient d'être gérées au mieux. Il y a déjà une législation qui encadre cela. Et voilà, on fait une loi, en fait, de circonstances très particulières qui pose ensuite un certain nombre de problèmes, ça a été dit. Et je pense que, y compris dans
les arguments qui sont donnés. Il y a plein d'intentions justes, mais qui ne se résolveront pas par cette loi-là, au contraire, qui va, à mon sens, à notre sens, les amplifier, mais qui doivent se résoudre sur un débat plus général. Et donc, voilà, plus les arguments sont donnés et développés, moins on comprend en fait l'intérêt de l'urgence de cette loi et de la manière dont elle est élaborée, malgré les propositions du coup d'amendements, d'amendements un peu de dernière minute pour qu'elle ait l'air moins problématique. Mais voilà, la cohérence d'ensemble et le sens et le but échappent toujours. Et encore une fois, va plus créer de problèmes, à notre avis, ça en crée déjà, que d'en résoudre. Oui, merci. C'est pas une question de mauvais procès, mais on peut pas dire d'un côté que cette question et cet enjeu étaient primordial et important, et se retrouver avec un texte où ça pose problème. Donc il y a il n'y a pas de procès d'intention, mais c'est justement sur à quoi sert cette proposition de loi si on nous dit que c'est un enjeu primordial et que au final, ça n'apparaît pas de manière explicite et qu'on est obligé de retrouver un amendement rajouté en dernière minute. Donc il y a une contradiction quelque part, et ce n'est pas, je n'en fais pas un reproche sur les intentions des collègues qui ont travaillé, mais pour moi, ça traduit bien le fait que voilà, il y a une contradiction de cette proposition de loi entre l'intention qui est présentée et le fait qu'en l'état, et même avec l'amendement, ça reste une proposition de loi qui est faite de manière peut-être maladroite, mais qui ne répond pas aux problèmes qui se posent et qui, au contraire, va en créer de nouveaux, parce que ça ne règle pas cette question en faisant tout de même de cette résidence alternée le préalable qui guide le juge, mais du coup qui rajoute quelque chose dans une procédure, encore une fois, qui pouvait se dérouler majoritairement de manière sereine, et où voilà, des cas difficiles étaient par ailleurs aussi gérés par le juge. Voilà. Alors, c'était également un amendement de suppression sur le fait que le caractère automatique de la garde alternée est allégé, selon vous, par la possibilité pour les magistrats et magistrates de ne pas prononcer la garde s'il y a des raisons sérieuses de ne pas le faire. Pour nous, cet élément manque de clarté. On va voir ce que vous proposez par ailleurs pour enrichir. Mais on se pose la question de savoir si on doit considérer la volonté commune des parents de renoncer à la résidence alternée comme une raison sérieuse. Si c'est le cas, pourquoi ne pas le préciser? Et puis la question des violences conjugales telles que nous l'avons déjà développée. Pour notre part, nous pensons que pour mettre en place un changement aussi sérieux, le législateur se doit d'être rigoureux, de prévoir et de souligner les cas où la résidence alternée peut être empêchée. Et il nous semble que regrouper sous un même terme l'impossibilité économique, la volonté commune ou des violences conjugales est particulièrement maladroit et ambigu. Par ailleurs, notons que toutes les conventions, et notamment la Convention de New York de 90, recommandant que prime dans toute situation l'intérêt supérieur de l'enfant, dans la rédaction actuelle du texte, et on verra pour les amendements, mais il nous semble que ce n'est pas assez corrigé, le fait que cet élément ne soit pas mentionné pour un temps impératif pour protéger les enfants, il a toutes les chances d'être inconventionnel, et donc c'est pour ça que nous proposons la suppression de cet alinéa. Oui, donc c'est un amendement de suppression de l'alinéa 3, puisque nous considérons que le droit de visite que vous prévoyez n'est pas assez encadré. Actuellement, il est prévu que lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exige, le juge des affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Le Code civil ajoute que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'entre eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne et avec l'assistance d'un tiers de confiance et du représentant d'une personne morale qualifiée. La rédaction lacunaire de ce troisième alinéa nous montre encore une fois que le texte tel qu'il a été préparé ne répond pas à ces questions. C'est pourquoi nous souhaitons que cet alinéa soit supprimé. Nous étudierons attentivement les propositions que vous ferez d'amendement. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement se propose la création d'un nouvel article du Code pénal. En effet, il nous semble que, tant qu'à discuter de ces questions, autant s'attaquer à ce qui est de la vie
de nombreuses associations des droits parentaux un problème important, c'est la question du paiement de la pension alimentaire. À cet égard, nous demandons donc que par cet amendement, en cas d'insolvabilité organisée, quand une personne organise volontairement son insolvabilité, le débiteur ne soit pas dispensé de verser sa pension alimentaire. C'est par ailleurs ce qu'avait jugé la Cour de cassation dans un jugement rendu pour la première chambre civile en mars 2014. Nos inquiétudes et points d'interrogation étaient aussi déjà partagés par la délégation des droits des femmes, qui avait notamment précisé dans son rapport sur la proposition de loi de 2014 qu'il était nécessaire qu'un tel dispositif soit remis en œuvre. La recommandation de ce rapport était en effet de renforcer la protection des mères et de leurs enfants contre les impayés de pension alimentaire, en rappelant que l'insolvabilité organisée ne saurait dispenser un parent du versement de la pension alimentaire. Donc, si ce débat doit avoir, de notre point de vue, une utilité, c'est par la création de ce nouvel article et le renforcement des mesures sur la question cruciale de la pension alimentaire, en rappelant que les situations de familles monoparentales avec les mères à la charge du foyer et des enfants sont extrêmement courantes et que cette dimension économique est aussi cruciale sur les capacités des parents, des femmes, à pouvoir se séparer et s'occuper de leurs enfants de manière digne et correcte. Merci. Oui, merci. Deux remarques rapides sur la méthode et sur le fond, parce qu'on discute aussi du fond. Sur la méthode qui est des arrangements en soi, ce n'est pas illégitime, puisqu'il y a un débat et effectivement, la majorité et le groupe qui propose cette proposition de loi ont tout loisir de pouvoir améliorer dans leur sens qui leur convient ce texte. Mais je remarque tout de même que d'autres propositions qui pourtant semblaient recevoir l'assentiment, on va dire, théorique, n'ont pas reçu la même approbation, ce qui pose aussi question, du coup, et donc qui fonde un certain nombre de remarques sur la méthode, et puis sur le fait, encore une fois, de savoir de quoi on discute, puisque le changement à la fin du texte et du coup de l'objet de cette proposition de loi dénote au moins une incohérence, en tout cas une confusion sur le sens et l'objectif de ce texte qui, de notre point de vue, n'est pas résolu par même énormément amendé. Sur le fond, je vais réagir aux propos de notre collègue tout à l'heure sur le fait que oui, il y a bien entendu des différents groupes de pression, parce que ça fait partie aussi du débat démocratique. Il y a des associations qui font un certain nombre de travaux, de recherches, qui font aussi beaucoup de soutien justement dans un certain nombre de situations difficiles, puisque l'objet du texte portait sur cette minorité de situations difficiles, et qui ont des arguments, et il nous semble que à un moment donné, la responsabilité de la représentation nationale, c'est de permettre que la loi aide celles et ceux, et aujourd'hui, toute chose n'étant pas égale par ailleurs, c'est surtout celles qui sont en position de faiblesse ou de désavantage. Et malheureusement, cette proposition de loi ne va pas dans ce sens-là. On peut assumer que la loi joue son rôle de protéger avant tout les parents, et notamment celles qui sont dans des situations difficiles. Et ce n'est pas un problème en soi tant qu'on l'assume, et que du coup on assume aussi du coup les choix qu'on fait de privilégier un parti plutôt qu'un autre. En tout cas pour le moment, les arguments et la discussion en commission ne nous ont pas convaincus que ça allait dans l'intérêt général et des enfants et des partis qui sont encore aujourd'hui en situation inégalitaire dans ces rapports de force parentaux et conjugaux.